la Terre. En la voyant depuis l'espace, les premiers astronautes l'ont rebaptisée la planète bleue, car les océans recouvrent 71% de sa surface. Et la moitié de ces océans est immergée sous plus de 3000 mètres d'eau. Mais nous connaissons mal cet univers. Ce film vous amène dans l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète mère. Les eaux profondes au large de la Mauritanie. Connue pour ses eaux poissonneuses, la mer mauritanienne cache dans ses profondeurs des écosystèmes extraordinaires et méconnus qui nous rendent pourtant des services d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, ces écosystèmes sont menacés d'extinction. Nous allons vous révéler leurs richesses, mais aussi les menaces qui pèsent sur eux. La République islamique de Mauritanie est située au nord-ouest de l'Afrique. Le Sahara recouvre les 2/3 du pays et côtoie sur plus de 700 km de côte l'océan Atlantique. Ce pays en développement accueille à peine 3,5 millions d'habitants. Connue pour ses tribus nomades du désert et ses ethnies du Sahel, cette société traditionnelle a été bouleversée par les grandes sécheresses des années 70 et 80. Sécheresses qui ont accéléré l'exode rural vers les grandes villes côtières, Nouakchott, la capitale, et Nouadhibou, le cœur économique. Par la force des choses, les Mauritaniens se sont ouverts à l'océan. Et la pêche est devenue un pilier de l'économie. En l'absence de flottille nationale, l'État a d'abord signé des accords de pêche avec des pays étrangers, ce qui lui a rapporté pendant des années une bonne partie de ses entrées de devises étrangères. Mais, dirigé vers l'exportation, et privilégiant le traitement des captures à bord des bateaux, ce système ne créait pas véritablement d'emplois pour les Mauritaniens. Le minerai fer, transporté du désert vers Nouadhibou par le plus long train du monde, est une autre richesse du pays. Les activités extractives représentent un gisement d'emplois important, mais pas suffisant. Pour gagner leur vie, les Mauritaniens se tournent alors vers la pêche artisanale. Une flottille de pirogues se développe ainsi que des usines de transformation du poisson. 53 000 personnes travaillent dans ce secteur, soit 15% de la population active des grandes villes. Les conditions sont de plus en plus difficiles. Le poisson se fait rare. Il y a quelques années, les pirogues partaient pour la journée et rentraient les filets pleins. Aujourd'hui, les pêcheurs doivent s'éloigner toujours plus loin des côtes, et plus longtemps. Ils pénètrent les eaux profondes, la zone des pêcheurs industriels, parfois au péril de leur vie. La mer mauritanienne est surexploitée. Le bilan est accablant. En 40 ans, les prises des espèces les plus rentables ont été divisées par 3. Le stock de poulpes, principale cible des pêcheurs artisanaux, est fortement menacé. Des animaux emblématiques comme les dauphins, les tortues marines et certains requins pourraient disparaître à l'échelle régionale d'ici 10 ans si les captures volontaires et involontaires continuent au rythme actuel.
les gros chalutiers remontent une grande partie des captures. Mais les pêcheurs artisanaux ont aussi leur part de responsabilité dans cet engrenage vers l'effondrement des ressources. Ils utilisent très souvent des filets monofilaments en nylon, bon marché, alors que c'est interdit. Une fois abîmés, ils sont jetés par-dessus bord. Ces filets ne se dégradent pas et continuent à pêcher. Poissons, dauphins, tortues, phoques-moines périssent alors, prisonniers dans ces filets fantômes. Celui-là a de la chance. Les requins, espèces clés dans l'écosystème marin, sont pêchés à grande échelle pour les marchés africains et asiatiques. Mais la pêche n'est malheureusement pas la seule pression qui s'exerce sur le milieu marin. L'urbanisation de la côte, les activités portuaires, le transport maritime et même l'agriculture irriguée le long du fleuve Sénégal accentuent la dégradation de la vie marine. Une vie marine déjà fragilisée par le changement climatique. Pour éviter l'effondrement de la pêche, le pays a réagi. Des règles du jeu ont été fixées. Quota pour la pêche aux petits pélagiques, zone exclusive pour la pêche artisanale, période de non-pêche et une surveillance maritime parmi les meilleures d'Afrique. Mais la Mauritanie ne s'est pas arrêtée là. Pour préserver la biodiversité et ses ressources halieutiques, le pays protège également ses écosystèmes côtiers. Dans le sud, à l'embouchure du fleuve Sénégal, un grand programme de réhabilitation des zones humides a été mis en place. C'est le parc national du Diaoling. Dans le nord, un tiers de la zone côtière est préservé avec la création du parc national du Banc d'Arguin. La plus grande aire marine protégée d'Afrique. Un geste remarquable pour un pays en développement, mais pas si étrange pour un peuple habitué à gérer avec précaution les précieuses ressources naturelles du désert. Le parc national du Banc d'Arguin est inscrit depuis 1989 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La pêche motorisée et l'exploration pétrolière et minière y sont interdites. Seuls les Imraguen ont le droit d'y pêcher, à bord de leurs embarcations à voile, les lanches. Ils connaissent le parc mieux que quiconque, et leur gestion des pêches s'appuie sur un savoir-faire ancestral. Deux millions d'oiseaux limicoles provenant d'Europe, du Canada, de Russie et d'Arctique passent l'hiver au Banc d'Arguin. Les oiseaux sont de véritables guides. Ils indiquent les zones marines les plus vulnérables qui méritent toute notre attention. La biodiversité dans les zones côtières est reconnue et sa protection est bien assurée. Mais la mer du large mérite autant d'attention.
Les écosystèmes du large sont bien différents, mais tout aussi riches et importants. Or, ils sont menacés d'extinction. Chacun doit en prendre conscience. Leur destruction s'accélère, loin de nos yeux. Leur survie est pourtant essentielle pour garantir l'avenir de la pêche, l'avenir de la Mauritanie. Le large, cet espace immense, uniforme où tout se ressemble en surface, est dépourvu de vie, à première vue. La mer est comme le désert, disent les Mauritaniens. Seuls les connaisseurs savent retrouver les zones riches, les oasis, les concentrations de vie si fragiles. Et des concentrations de vie, il y en a d'étonnantes dans la mer mauritanienne. Car au large, parallèle à la côte, une bande étroite et fertile se forme à la surface de l'eau. Cette zone productive apparaît au-dessus d'une pente sous-marine appelée le talus. Ce dénivelé commence à moins 100 mètres et s'enfonce jusqu'aux abysses, à plus de 1500 mètres de fond. Cette zone est riche. Le phénomène océanographique qui produit cette richesse est appelé upwelling. Lorsque les alizés venant du nord-est soufflent, les eaux profondes, riches en nutriments, remontent vers la surface en longeant le talus. Au moment où ces eaux atteignent les zones gorgées de soleil, une explosion massive de plantes microscopiques apparaît alors. Ces phytoplanctons sont la base alimentaire d'une variété d'écosystèmes encore méconnus. Dans certaines zones où l'upwelling est très intense, ce plancton est tellement présent que l'eau de surface devient verdâtre. Les scientifiques mauritaniens ont baptisé ces eaux les pâturages marins. Ces pâturages nourrissent du zooplancton, qui attire des petits poissons, qui à leur tour attirent de plus grands prédateurs. Requins, dauphins, thons et oiseaux marins s'unissent dans ces zones et chassent en équipe avec le même objectif: rassembler un maximum de petits poissons en une boule compacte de nourriture, le bed ball. Parfois, une baleine vient réduire à néant cette collaboration étonnante entre les espèces. Dans les eaux mauritaniennes, la baleine bleue a été repérée à plusieurs reprises. 30 mètres de long, 150 tonnes. Sa langue pèse le poids d'un éléphant et son cœur à la taille d'une voiture. La science ignore toujours quand et où apparaissent ces pâturages, ces concentrations de vie. En revanche, les oiseaux marins arrivent à les prévoir, très précisément. Chaque hiver, ils sont 1 million au rendez-vous. Composé d'au moins 22 espèces, migrants d'Europe, du Canada, de Russie ou encore d'Arctique pour se nourrir ici, dans la zone du talus mauritanien. 30% de la population mondiale des fous de bassin, 15% des phalaropes à bec large, mais aussi les puffins cendrés, provenant des îles Canaries avoisinantes, ou encore les sternes royales de Mauritanie. En été, ce sont les océanites de Wilson qui dominent ce paysage. Migrant d'Antarctique, elles voyagent sur plus de 10 000 km pour venir picorer les larves et les œufs de poissons qui abondent ici.
Les oiseaux marins sont des guides pour délimiter les zones les plus vulnérables autour du talus. Des zones qui méritent toute notre attention dans la gestion de nos activités en mer. Les débris de ces festins se déroulant en surface retombent dans les grandes profondeurs sous forme de neige marine. Ce flux continu de nourriture alimente d'autres écosystèmes. Sans doute l'un des meilleurs plongeurs de la planète, le cachalot est un des rares animaux à côtoyer les deux univers. Suivons-le vers les profondeurs et découvrons les écosystèmes des grands fonds. Des créatures rares et étonnantes s'épanouissent dans un environnement obscur. Il y a encore peu, nous ignorions que la vie puisse évoluer dans ces eaux profondes, aux conditions extrêmes, alors qu'en réalité, ces eaux sont à l'origine du vivant. Ici, la vie évolue à un autre rythme. Les profondeurs abritent des champions de longévité. Certains poissons vivent jusqu'à 200 ans. Longévité, mais aussi démesure. Les méduses siphonophores géantes atteignent 40 mètres de long. Ou encore le calamar géant, la proie favorite des cachalots. Dans l'obscurité, à moins 500 mètres de profondeur, vivent des coraux Lophelia et Madrepora qui se nourrissent de neige marine. Depuis 12 000 ans, ces coraux ont bâti au large de la Mauritanie des structures carbonatées qui atteignent 450 km de long et près de 100 mètres de haut. En fait, les plus longs monticules de coraux froids au monde. Ce sont les habitats fragiles et indispensables à de nombreuses espèces. Indispensables aussi aux espèces que l'on pêche et que l'on consomme. De jeunes poissons y trouvent un refuge idéal pour échapper à leurs prédateurs et évoluer en toute sécurité. Ces monticules sont aussi des habitats de prédilection pour plusieurs espèces d'éponges marines. Ces animaux, qui ressemblent à des plantes, se livrent à une véritable guerre chimique pour conquérir un espace de vie. Les substances qu'elles produisent sont utilisées par l'industrie pharmaceutique, entre autres pour leurs vertus anti-cancer. Une nouvelle espèce d'éponge a été découverte récemment en Mauritanie. Elle donnera peut-être un jour un nouveau traitement. Détruire ces structures coralliennes, c'est se priver des médicaments du futur. Il existe aussi dans les abysses mauritaniens d'autres écosystèmes qui, eux, se développent indépendamment des débris organiques qui tombent depuis les eaux de surface. Les cold seeps. Ici, ce n'est pas le soleil, mais des émanations de gaz qui sont le point de départ de la vie. Des bactéries prolifèrent dans ce milieu grâce à leur capacité de générer de l'énergie à partir de ces bulles de gaz. Elles se logent à l'intérieur de moules qui les mangent en échange. Moules qui sont à leur tour consommés par des crustacés et des poissons. Cet écosystème joue un rôle précieux. Il limite le réchauffement de la planète en séquestrant du CO2, mais aussi en neutralisant le méthane qui suinte de la Terre. Un gaz à l'effet de serre 25 fois plus puissant que le gaz carbonique. Tous ces écosystèmes uniques du talus mauritanien,
sont aujourd'hui fortement menacées. Menacées par le changement climatique, menacées par la pollution chronique créée à terre mais aussi en mer, menacées aussi par les marées noires. 400 millions de tonnes de produits pétroliers croisent au large de la Mauritanie chaque année. C'est aussi à cet endroit, dans la zone du talus, que l'industrie pétrolière intensifie ses recherches. Mais pour le moment, ces écosystèmes font face à une menace plus imminente, la pêche industrielle. Pour capturer les crustacés et les merlus, les pêcheurs utilisent de lourds filets qui raclent le fond marin, parfois à plus de 1000 mètres de profondeur. Des zones vulnérables à grande valeur écologique sont ainsi réduites en véritables terrains vagues. En un seul passage, un chalut profond peut détruire une zone équivalente à 500 terrains de football. D'autres bateaux ciblent les énormes bancs de sardinelles ou de maquereaux dans la colonne d'eau. Ces chalutiers pélagiques utilisent des filets tellement grands qu'ils pourraient contenir plusieurs Boeing 747. Quand ils croisent les zones riches des pâturages marins, ces filets emprisonnent et tuent des espèces rares et vulnérables. Dauphins, requins, raies manta ou encore tortues marines. Les dégâts de cette pêche, dite accessoire ou accidentelle, ne sont pas pris en compte dans la gestion des pêches, ni comptabilisés dans les redevances et licences payées à l'État par les pêcheurs étrangers. Le plus grand défi du pays aujourd'hui est de stopper l'effondrement de ces écosystèmes marins pour assurer une pêche durable et plus rentable. Le pays a déjà fait des progrès énormes dans le domaine de la gestion des pêches et la sauvegarde des écosystèmes côtiers. Il est maintenant urgent de s'intéresser aussi à la mer du large et notamment aux zones vulnérables du talus. L'arrivée du secteur pétrolier a clairement ajouté une pression supplémentaire sur cet espace marin encore méconnu. Mais il offre aussi une chance d'améliorer la gestion durable en mer profonde. Car ce sont les compagnies pétrolières qui ont permis de découvrir les écosystèmes du talus. Des écosystèmes dont on ignorait même jusqu'à l'existence. Elles ont reconnu l'importance et la valeur de cette biodiversité et ont intégré sa protection dans leur plan de gestion environnementale. Mais pour sauver cette biodiversité, ce sont tous les acteurs de la mer qui doivent prendre conscience de sa valeur et passer à l'action. Le secteur de la pêche en premier lieu, mais aussi les élus, la société civile et la communauté internationale. Nous sommes tous concernés et nous devons tous agir pour mieux protéger la biodiversité cachée dans les eaux profondes. À travers le programme Biodiversité, Gaz, Pétrole, le gouvernement mauritanien a initié la sensibilisation de la société tout entière à l'importance de la biodiversité marine. Grâce à des publications, grâce à ce film, mais aussi en organisant de nombreuses rencontres, il stimule la concertation entre la société civile, les scientifiques, le secteur privé et l'administration pour promouvoir une gestion plus durable de la mer et de ses ressources. Un patrimoine pour le pays. L'espoir de tout un peuple.